Pour eux, j'étais une femme imprudente. Certains me pensaient désespérée. Quelques-uns s'imaginaient sans doute que j'avais fini par perdre la raison. Je m'appelle Chloé Morel. Et ce matin-là, j'assurais ma propre défense dans une procédure de divorce contre mon futur ex-mari, Lucas Marchand. Lucas n'était pas seulement mon ancien compagnon. Il était le PDG de Logistique Transeuropéenne, une entreprise de transport que tout le monde connaissait dans la capitale. Il avait des amis puissants, une fortune colossale et une équipe de juristes qui semblaient taillés pour broyer les gens avec une efficacité silencieuse. Je n'avais rien de tout cela. Pas d'avocat assis à mes côtés, pas de mallette remplie de dossiers classés par couleur, pas d'assistant chuchotant des notes dans mon dos. Juste moi, un bloc-notes et un calme que j'avais mis des mois à cultiver. En m'asseyant, je pouvais sentir le jugement peser dans l'air, les regards furtifs, cet accord tacite disant que tout cela serait réglé en un instant. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce que je signe n'importe quel document posé devant moi avant de disparaître dans l'anonymat d'où je venais. Lucas, lui, en était convaincu. Il ne cherchait même pas à masquer sa confiance en lui. Adossé à son fauteuil, parfaitement détendu, il agissait comme s'il participait à une réunion dont il connaissait déjà l'issue. Il me regardait comme on regarde un chapitre clos, terminé, oublié. Ce que personne dans cette salle ne comprenait, c'est que je n'étais pas venu sans préparation. J'étais venu en sachant exactement où chaque secret était enterré. Pendant des années, j'avais écouté quand les gens pensaient que je ne prêtais pas attention. J'avais observé des schémas qu'ils me croyaient trop simples d'esprit pour remarquer. J'avais appris le silence là où parler aurait été dangereux. Et maintenant, debout dans ce tribunal, j'en avais fini de me taire. Ce n'était pas le jour où j'allais tout perdre. C'était le jour où la vérité entrait enfin dans la pièce avec moi. Pour comprendre pourquoi tout le monde me sous-estimait, il faut comprendre la version de Chloé Morel en laquelle ils croyaient. Dans leur esprit, j'étais prévisible, banale, facile à écarter. Avant que Lucas Marchand n'entre dans ma vie, j'enchaînais les longs services dans un petit bistrot de quartier. Je retenais les commandes par cœur. Je souriais malgré l'épuisement. Je comptais mes pourboires à la fin de la nuit en espérant qu'il suffirait à boucler le mois. Quand Lucas et moi nous sommes mariés, cette histoire a disparu. Je suis devenue sa femme, pas sa partenaire, pas son égale, juste la femme qui restait à la maison pour lui faciliter la vie. Je m'occupais de la demeure, des agendas, des obligations sociales qui lui donnaient cet air poli et respectable. Je retenais les anniversaires, j'organisais des dîners de charité et je souriais à des gens qui n'apprenaient jamais mon nom. Pour le monde extérieur, cela ressemblait au confort. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le contrôle. Lucas gérait chaque euro. Je n'avais pas accès à nos comptes. Si j'avais besoin d'argent, je devais demander, si je questionnais une dépense, on me disait de ne pas m'inquiéter pour des choses que je ne comprenais pas. Au début, je l'ai cru. Il parlait avec une telle assurance. Les chiffres semblaient si simples pour lui. Je me disais que c'était ainsi que les mariages fonctionnaient quand l'un réussissait et pas l'autre. Mais avec le temps, les frontières se sont resserrées. Mes appels étaient surveillés. Mes amitiés se sont érodées. Les invitations ont cessé d'arriver. Quelque part en chemin, mon monde s'est rétréci si silencieusement que j'ai à peine remarqué le processus. Quand le divorce a commencé, Lucas s'est assuré que le récit reste intact. Il disait partout que j'étais émotive, instable, dépendante. Son avocat me décrivait comme une femme inexpérimentée financièrement, quelqu'un qui serait submergé par des informations complexes, quelqu'un qu'il fallait protéger d'elle-même. Et le pire, c'est que je les ai aidés à y croire. Je gardais la tête basse. Je parlais doucement. Je les ai laissés confondre mon silence avec de la confusion. Parce qu'alors qu'ils étaient occupés à me définir par celle que j'étais autrefois, ils n'ont jamais cherché à savoir qui j'étais devenue. Ils ne se sont jamais demandé ce qui arrive quand une femme passe des années à être ignorée. Ils n'ont jamais envisagé que la personne qui vit à l'intérieur du système le comprend souvent mieux que celui qui l'a construit. Au moment où je me suis tenue seule dans ce tribunal, je savais exactement comment il me voyait et je savais exactement à quel point il se trompait. Lucas Marchand maîtrisait l'art de paraître intouchable.
Il portait la confiance comme certains portent des costumes sur mesure, sans effort, sans remise en question. Il entrait dans une pièce en supposant qu'il y était à sa place, et la plupart du temps, les gens étaient d'accord. En tant que PDG de logistique transeuropéenne, Lucas était connu pour être un « closer », celui qui conclut les affaires. Il savait comment déplacer l'argent, transférer des actifs et faire disparaître les problèmes avant qu'ils ne deviennent publics. Cette réputation l'avait suivi jusqu'au tribunal. Quand Lucas s'est assis à la table de la défense, il était clair qu'il voyait cela comme une simple négociation de plus. S'attendant à gagner, sa posture était décontractée, son expression calme, presque ennuyée. À ses côtés se tenait son avocat, maître Victor Lefebvre. Victor n'était pas du genre bruyant. Il n'en avait pas besoin. Il avait une réputation de précision et de pression constante. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. Il était connu pour obtenir des accords à l'amiable sans jamais élever la voix. Ensemble, ils ressemblaient à une machine conçue pour un seul but, le contrôle. Lucas m'a jeté un bref regard, de la même manière qu'on vérifie l'heure. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, pas de peur, juste du dédain. Pour lui, j'étais un problème qui traînait plus longtemps que prévu. Je connaissais bien ses habitudes. Je l'avais observé en réunion, lors de dîners, pendant des galas de bienfaisance. Il n'écoutait quelqu'un que le temps de décider si cette personne avait de l'importance. Et ce matin-là, il avait déjà décidé que je n'en avais aucune. Lucas croyait en l'histoire qu'il avait bâtie autour de lui, que le succès était la preuve de l'intelligence, que la richesse signifiait la crédibilité, que la loi n'était qu'un outil de plus qu'il savait manipuler. Il supposait que mon absence d'avocat était une faiblesse. Il supposait que mon silence signifiait l'ignorance. Ce qu'il ne prenait pas en compte, c'était ceci: les hommes comme Lucas passent leur vie à parler, ils ne s'exercent que rarement à écouter. Et moi, j'avais passé des années à faire précisément cela. Chaque appel tardif, chaque explication précipitée, chaque moment où il me pensait trop distraite pour remarquer quoi que ce soit. Je me souvenais de tout. Alors que le juge se préparait à commencer, Lucas s'est calé dans son siège, certain que le rapport de force était fermement de son côté. Il n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds était déjà en train de se dérober. Pendant que Lucas s'occupait de construire son image, je construisais quelque chose de plus discret. La nuit, quand la maison était enfin silencieuse, je m'asseyais à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, les lumières tamisées. J'ai appris par moi-même à lire des relevés bancaires, à suivre des virements, à comprendre le langage caché derrière les tableurs. Je n'ai pas fait cela par soif de pouvoir. Je l'ai fait par soif de clarté. Lucas supposait que son travail ne m'intéressait pas. Il parlait librement devant moi. Il passait des appels à table. Il se plaignait de ses associés, des régulateurs et des gens qu'il jugeait incompétents. Il ne baissait jamais la voix. J'ai appris ces schémas comme on apprend une routine. Quel compte n'était mentionné que brièvement? Quelle transaction apparaissait à la fin de chaque trimestre? Quel nom ne surgissait que lorsqu'il était sous pression? Je ne l'ai pas affronté. Je n'ai pas posé de questions qui auraient pu éveiller ses soupçons. J'ai écouté. Quand il a synchronisé ses appareils au compte cloud familial par commodité, j'ai remarqué l'apparition de fichiers dans des dossiers que je n'avais jamais vus. J'ai noté cela aussi. J'ai commencé à sauvegarder des copies, je ne volais rien, je ne piratais rien, je me contentais de copier ce qui existait déjà dans un espace partagé. Des emails, des relevés, des résumés internes qui n'auraient jamais dû quitter son écran. J'ai tout gardé simple, des dates, des montants, des répétitions. Pas de théorie, pas de supposition, juste des faits. Il y a eu des nuits où j'ai voulu arrêter. Des nuits où je me disais que je réfléchissais trop, que rien de ce que je trouverais n'aurait d'importance. Mais je me souvenais alors de la facilité avec laquelle on m'avait coupé l'accès à l'argent. De la rapidité avec laquelle ma voix avait été écartée dès que j'étais devenue encombrante. C'est là que j'ai compris une chose essentielle: la préparation n'est pas une question de vengeance, c'est une question de survie. Au moment où Lucas a demandé le divorce, j'avais des mois d'information discrètement organisés. Rien de spectaculaire, rien d'ostentatoire.
Juste une carte précise de l'endroit où se trouvait la vérité. Alors, quand je suis entrée seule dans cette salle d'audience, je ne faisais pas de suppositions. Je venais confirmer. Il pensait que je venais les mains vides parce qu'il ne voyait pas ce que je portais. Il ne réalisait pas que la femme silencieuse qu'ils ignoraient avait été attentive tout ce temps. Et l'attention, combinée à la patience, est bien plus dangereuse que la colère. L'atmosphère du tribunal a changé dès que l'audience a commencé. Au début, tout suivait le rythme attendu, présentation formelle, langage poli, assurance mesurée de la défense. Maître Victor Lefebvre a pris la parole avec aisance, exposant un récit familier, un cadre supérieur brillant, un mariage éphémère, une offre raisonnable proposée et refusée. Lucas me regardait à peine pendant que Victor parlait. Il connaissait déjà cette version de l'histoire par cœur. Quand vint mon tour de m'exprimer, j'ai gardé une voix stable et des mots simples. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas fait de mélodrame. J'ai posé des questions. J'ai mentionné une société holding que Victor n'avait pas citée, un montage financier que Lucas avait qualifié d'insignifiant pendant notre mariage. La réaction fut immédiate. Victor a marqué une pause d'1 seconde, mais c'était suffisant. Lucas a bougé sur sa chaise. Le juge s'est penché légèrement en avant, son attention s'aiguisant. Je n'ai pas tout expliqué. Je n'ai pas encore révélé les documents. J'ai simplement déclaré que certains actifs n'avaient pas été divulgués et que j'y reviendrai lors de mon témoignage. Le silence s'est installé. Ce silence n'était pas de la confusion. C'était un recalcul. Victor a ajusté ses dossiers. Lucas s'est redressé. Pour la première fois de la matinée, il m'a regardé directement. Il n'y avait pas de colère sur son visage. Il y avait de l'incertitude. Victor a rapidement objecté, qualifiant mes propos de pure spéculation. Il parlait avec aplomb, balayant mes paroles comme une incompréhension de ma part. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste hoché la tête en disant que je fournirais les preuves au moment opportun. C'est là que je l'ai senti, le basculement. Ce qui était une routine est soudainement devenu instable. L'énergie dans la pièce est passée de la certitude à la prudence. Lucas s'est penché vers Victor pour lui murmurer quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Victor a hoché la tête, la mâchoire serrée. Il ne me prenait plus de haut. Il s'adaptait, et cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'avais encore rien gagné, mais l'illusion de contrôle avec laquelle ils étaient arrivés s'était fissurée, et une fois que cela arrive, elle ne se répare jamais totalement. Le juge a appelé le premier témoin de la défense, et Lucas a choisi l'assurance plutôt que la prudence. Damien Perrin, le directeur financier de Logistique Transeuropéenne, s'est avancé à la barre avec l'aisance d'un homme habitué à témoigner. Il parlait clairement. Il souriait poliment. Il répondait aux questions comme s'il ne s'agissait que d'une simple formalité. Victor le guidait avec soin. Damien a confirmé que tous les biens communs avaient été déclarés, que les finances de l'entreprise étaient saines et qu'aucun fonds n'avait été caché ou détourné de manière inappropriée. C'était une performance bien répétée. Quand ce fut mon tour de l'interroger, je ne me suis pas approché de la barre immédiatement. Je suis resté à ma place et j'ai parlé calmement. J'ai demandé à Damien depuis combien de temps il travaillait avec Lucas. J'ai posé des questions sur les pratiques comptables standards. J'ai interrogé sur les contrôles internes et les délais d'audit. Des questions simples, des questions confortables. Damien s'est détendu. Puis je l'ai interrogé sur un compte interne utilisé pour conserver temporairement des fonds avant les rapports trimestriels. Il a hésité, juste un court instant, mais l'hésitation était là. J'ai demandé à quelle fréquence ce compte était utilisé. J'ai demandé s'il apparaissait sur la liste standard des divulgations fournies pendant la procédure de divorce. Damien s'est raclé la gorge. Il a dit que c'était un compte opérationnel. Il a dit que ce n'était pas pertinent pour les biens matrimoniaux. Je lui ai demandé si des fonds avaient déjà été transférés de ce compte vers des véhicules d'investissement externes. La pièce est devenue silencieuse. Victor a objecté, affirmant que la question sortait du cadre de l'affaire. Le juge l'a autorisé. L'assurance de Damien s'est évanouie.
Il a expliqué que certains transferts étaient routiniers et autorisés. Il a insisté sur le fait que rien d'incorrect n'avait eu lieu. Je l'ai remercié, puis j'ai posé une dernière question. J'ai demandé si des transferts avaient eu lieu dans les 90 jours précédant la demande de divorce de Lucas. Damien a regardé Lucas avant de répondre. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Le juge l'a remarqué, Victor l'a remarqué, et Lucas a remarqué que tout le monde l'avait remarqué. Damien a répondu avec précaution, admettant que plusieurs transferts avaient eu lieu peu de temps avant le dépôt de la demande. Je ne l'ai pas accusé de malversation. J'ai simplement déclaré que je présenterais des documents concordants avec son témoignage. Damien est descendu de la barre, son aisance initiale remplacée par une tension visible. Alors qu'il partait, je l'ai vu clairement, il ne s'agissait plus d'un règlement de divorce. Il s'agissait de savoir si la vérité resterait enterrée. Et à en juger par la façon dont Lucas évitait mon regard, je savais qu'elle ne le resterait pas. C'est alors que Lucas a décidé de changer de tactique. Victor s'est levé et s'est adressé à la cour avec un ton qui semblait presque inquiet. Il a dit que cette affaire devenait émotionnelle. Il a suggéré que la cour considère ma crédibilité avant de peser des allégations financières complexes. Puis il a introduit mon dossier médical. Il a parlé d'une période, des années auparavant, où j'avais cherché de l'aide pour de l'anxiété et un deuil. Il a utilisé des mots comme traitement et évaluation. Il a suggéré une instabilité sans jamais la nommer directement. Lucas m'observait de près, attendant une réaction. Je ne lui en ai donné aucune. J'avais passé des années à apprendre comment le silence pouvait être retourné contre soi. Cette fois, je ne le laisserai pas faire. Quand ce fut mon tour de répondre, je me suis levé lentement. Je n'ai pas précipité mes mouvements. Je ne me suis pas défendu sur le plan émotionnel. J'ai dit la vérité. J'ai expliqué que j'avais cherché de l'aide pendant une période de perte. Que j'avais fait ce que tout adulte responsable fait quand il se sent submergé. Que ce traitement ne me rendait pas moins fiable, il me rendait honnête quant à mes limites. J'ai regardé le juge et j'ai dit quelque chose de simple, chercher de l'aide ne disqualifie pas une personne de dire la vérité. Victor a insisté davantage. Il a suggéré que j'avais imaginé des menaces, que j'avais mal compris des conversations, que le stress avait déformé ma mémoire. J'ai écouté sans l'interrompre. Puis j'ai prononcé la phrase que Lucas n'attendait pas. J'ai dit que j'étais sous traitement parce que j'étais sous emprise. L'atmosphère a de nouveau changé. J'ai expliqué que la confusion ne vient pas seulement de la faiblesse. Elle vient souvent du fait de s'entendre répéter sans cesse que votre réalité est fausse. Du fait de voir vos accès supprimés. Du fait d'être isolé et rectifié jusqu'à ce que vous cessiez d'avoir confiance en votre propre jugement. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. J'ai énoncé des faits. Et puis j'ai ajouté ceci, je ne demande pas à la cour de me croire parce que je suis blessé. Je demande à la cour de me croire parce que j'ai apporté des preuves. Lucas a cessé de sourire parce que, pour la première fois, l'histoire qui le protégeait commençait à s'effondrer et il savait exactement ce qui allait suivre. J'ai fouillé dans mon sac lentement, m'assurant que chaque mouvement était délibéré. Je ne voulais pas que ce moment paraisse théâtral. Je voulais qu'il paraisse incontestable. J'ai expliqué que, bien que la loi française soit stricte sur le respect de la vie privée, j'avais pris la décision d'enregistrer certaines conversations pour protéger mon intégrité face à des dénégations systématiques. Victor a immédiatement objecté. Il a remis en question la pertinence et la légalité. Le juge a accepté d'examiner la recevabilité. J'ai sorti un petit enregistreur audio. Rien d'impressionnant. Juste une trace du temps. J'ai dit à la cour que ces enregistrements capturaient des conversations entre Lucas et moi durant les dernières années de notre mariage. Des conversations où l'argent était discuté, où le contrôle était évoqué, où les conséquences m'étaient expliquées très clairement. Le premier enregistrement a commencé. La voix de Lucas a rempli la pièce, calme, certaine, méprisante. Il disait, « Personne ne te croira. » Il disait, « Tu ne comprends rien aux finances. » Il disait, « Si tu pousses trop loin, tu perdras l'accès à tout. » Il n'y avait pas de cris, pas de menaces hurlées dans la colère.
C'est ce qui rendait la chose encore plus glaçante. C'était le contrôle exprimé comme une vérité absolue. Le second enregistrement a suivi. Lucas y expliquait comment des actifs pouvaient être déplacés temporairement, comment rien ne devait paraître permanent, comment le timing importait plus que la vérité. Victor fixait la table. Lucas fixait droit devant lui, la mâchoire contractée. À la fin du troisième enregistrement, le tribunal était plongé dans un silence total. Pas de chuchotement, pas de mouvement. Même le juge avait cessé d'écrire. J'ai éteint l'appareil et je me suis rassise. Je n'ai pas regardé Lucas. Je n'en avais pas besoin parce que le pouvoir ne disparaît pas dans le bruit. Il disparaît quand tout le monde l'entend s'exprimer à voix haute pour la première fois. Et à cet instant, Lucas Marchand n'était plus le maître du récit. La vérité était là. Après les enregistrements, rien n'a bougé pendant plusieurs secondes. Le juge a regardé les éléments de preuve, puis Lucas, puis moi. Il ne s'agissait plus de savoir qui se sentait lésé. Il s'agissait de responsabilité. Victor a demandé une brève suspension. Sa voix était contrôlée, mais l'assurance avec laquelle il était entré avait disparu. La Cour a refusé la demande et a ordonné la poursuite de l'audience. Le juge a posé des questions directes sur les dates, sur la transparence, sur le fait de savoir si tous les actifs liés à Logistique Transeuropéenne avaient été correctement déclarés. Lucas a répondu prudemment au début. Des réponses courtes, des explications limitées. Puis les questions sont devenues plus précises. Ces réponses sont devenues plus lentes. La Cour a ordonné une révision temporaire des déclarations financières et a exigé la production immédiate de documents relatifs aux transferts mentionnés. Des comptes ont été signalés. Les accès ont été restreints. Rien de dramatique n'est arrivé à cet instant. Pas de cris, pas de voix forte, juste de la procédure. Et la procédure est souvent plus effrayante que la confrontation. Lucas a fini par me regarder à nouveau. Pas avec colère, pas avec confiance. Avec incrédulité. Il avait cru que cette enceinte le protégerait, que sa position l'emporterait sur mes paroles, que l'argent parlerait plus fort que la vérité. Mais une fois que les faits entrent au dossier, la croyance n'a plus d'importance. Le juge a signifié clairement qu'une enquête approfondie suivrait, que les divulgations incomplètes entraînaient des conséquences et que la crédibilité avait changé de camp. Quand la séance a été levée pour la journée, Lucas ne s'est pas levé immédiatement. Victor s'est penché vers lui, lui parlant à voix basse. Le ton n'était plus celui d'un conseiller, il était urgent. En ramassant mes papiers, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la victoire, du soulagement. Parce que pour la première fois depuis le début du divorce, je n'étais plus en train de me défendre. La vérité faisait ce travail pour moi. Quand le juge m'a demandé ce que je demandais, l'assistance s'attendait à un chiffre. Il s'attendait à ce que je réclame un pourcentage, la moitié des actifs, une somme colossale, quelque chose qui pourrait être négocié et réduit. Ce n'était pas mon but. Je me suis levée et j'ai expliqué que je ne demandais pas de punition. Je demandais l'équilibre. J'ai dit à la Cour que l'argent utilisé pour cacher la vérité n'est pas de la richesse, c'est un levier. Et un levier ne fonctionne que quand personne ne veut le contester. J'ai demandé une transparence totale, que chaque compte lié à Lucas Marchand soit passé au crible, que chaque actif déplacé sans déclaration soit considéré comme faisant partie du patrimoine matrimonial. J'ai demandé un contrôle temporaire sur les biens communs jusqu'à la fin de l'audit. Non pas pour tout prendre, mais pour empêcher que quoi que ce soit d'autre ne disparaisse. Le juge a écouté attentivement. J'ai expliqué que je ne voulais pas gagner en regardant quelqu'un tomber. Je voulais partir en sachant que la vérité avait été reconnue et que personne d'autre ne serait effacé silencieusement comme je l'avais été. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de briser un schéma de comportement. J'ai dit à la Cour que lorsqu'une personne contrôle le récit pendant trop longtemps, elle finit par croire qu'il est incontestable, et cette croyance est dangereuse. Ce que je demandais était simple, que la loi fasse ce pourquoi elle a été conçue. Ralentir le pouvoir. Examiner les faits. Protéger la personne qui n'est jamais censée être entendue. Quand je me suis rassise, la salle était à nouveau silencieuse.
Pas de tension, juste de la concentration. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Le reste ne dépendait plus de moi. Quand je suis sortie du tribunal cet après-midi-là, la ville semblait identique. Les voitures circulaient. Les gens se pressaient. La vie continuait comme si rien de monumental ne venait de se produire entre ces murs. Mais pour moi, tout avait basculé. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas puissante. Je me sentais plus légère. Pendant des mois, ma vie avait tourné autour de la défense de ma réalité, de la preuve que je n'imaginais pas les choses, de l'explication de moi-même face à des gens qui avaient déjà un avis tranché. Ce fardeau avait disparu. Le processus judiciaire ne s'est pas terminé ce jour-là. Les enquêtes prennent du temps. La paperasse s'accumule. Les conséquences se déploient lentement. Mais quelque chose de bien plus important s'était déjà produit, ma voix était entrée dans le registre officiel. Je suis retournée dans un appartement plus modeste. J'ai fait mes propres courses. J'ai ouvert un compte bancaire à mon propre nom pour la première fois depuis des années. Rien de tout cela n'était luxueux, mais chaque choix était le mien. J'ai réappris à faire confiance à mon instinct, à apprécier le silence sans crainte, à faire des projets qui ne dépendaient pas de la permission de quelqu'un d'autre. On m'a demandé si c'était dur de repartir à zéro. La vérité est que repartir à zéro était plus facile que de rester invisible. Ce qui a pris du temps, c'est de me pardonner d'être restée silencieuse si longtemps. Je n'étais pas faible d'avoir survécu. J'étais forte d'avoir préparé la suite. Et au fil des jours, j'ai réalisé quelque chose de discret mais puissant, je n'étais plus définie par le mariage dont je m'étais échappée. J'étais définie par la clarté que j'avais acquise. Les gens disent souvent que le pouvoir fait du bruit. Ils l'imaginent comme des cris, comme une domination, comme quelqu'un qui parle toujours le premier et le dernier. Ce n'est pas ce genre de pouvoir qui a changé ma vie. Le pouvoir qui comptait était plus silencieux. C'était la patience. C'était l'observation. C'était choisir de comprendre au lieu de réagir. C'était savoir quand se taire et quand, enfin, prendre la parole. Lucas Marchand croyait que la force signifiait le contrôle. Il croyait que l'argent pouvait remplacer la responsabilité. Il croyait que l'histoire qu'il racontait sur moi survivrait éternellement s'il la répétait assez souvent. Il avait tort. Non pas parce que je me suis battue plus fort que lui, mais parce que je me suis préparée plus longtemps. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci, ne supposez jamais que la personne silencieuse ne sait rien. Ne confondez jamais la conformité avec l'accord. Et ne croyez jamais que la vérité disparaît simplement parce qu'elle est ignorée. Parfois, la justice n'arrive pas avec fracas. Parfois, elle arrive avec des dossiers, de la patience et le courage d'attendre le bon moment. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été sous-estimé ou si l'on vous a fait vous sentir invisible, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre clarté compte. Votre mémoire compte et votre voix compte, même si elle prend du temps avant d'être enfin entendue.